Je suis très heureux d'être ici en France pour partager avec vous le travail que j'ai eu à faire par rapport à la situation de notre pays. Ce travail concerne principalement les questions de bonne gouvernance dans notre pays. Et le livre est intitulé « Scandale au cœur de la République, le dossier du coude ». Certainement, on va me poser des questions par rapport à ça. Pourquoi spécialement le coude et tout cela? Mais déjà à présent, je peux vous rassurer en vous disant que je suis dans les dispositions pour répondre à toutes vos questions. Sans élaguer aucune question et que dans l'après-midi, certainement, on va entrer dans le fond du sujet. J'en profite pour inviter tous les Sénégalais à venir assister aujourd'hui à la présentation véritable du livre et à la cérémonie de dédicace qui aura lieu dans l'après-midi à partir de 13h et que vous avez vu les affiches. Je tenais spécialement également à féliciter les Sénégalais de l'extérieur pour la bonne et simple raison que n'eût été leur soutien permanent, je pense que le Sénégal serait aujourd'hui dans une situation très déplorable. Parce que pratiquement, c'est grâce aux Sénégalais de l'extérieur que des familles arrivent à joindre les deux bouts au Sénégal. C'est très important. Mais ce qui est plus important et qui participe à l'avènement d'une société démocratique, c'est l'émergence d'une conscience citoyenne forte. Et sur ce point, je crois que l'implication des Sénégalais de l'extérieur est tellement ressentie dans notre combat démocratique. À la limite, je dirais même que c'est grâce aux Sénégalais de l'extérieur qu'on a pu par moments être conscient de ce qui se passe dans notre pays. C'est pour cela que je dis, je fais même la remarque, comment quand je suis ici en France, je suis beaucoup plus l'actualité sénégalaise que quand je suis à Dakar. C'est pour cela, et l'engagement également. Il y a des choses que nous n'osons même pas faire au Sénégal. Vous connaissez l'état de notre démocratie. Mais je peux vous dire que nos autorités qui viennent ici sentent en permanence l'engagement des Sénégalais. Ils sont là, mais je pense que leur esprit, leur cœur est de vouloir avoir un Sénégal démocratique, un Sénégal ancré dans la bonne gouvernance. C'est pour cela que pour moi, c'était une obligation morale de venir en France d'abord, après la cérémonie de Dakar, venir à Paris pour faire cette cérémonie avec vous, rencontrer des confrères que j'ai eu la chance de connaître depuis un bon bout de temps et partager avec eux aussi l'expérience. Je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. C'est déjà bien. Donc nous vous donnons la parole pour les interventions. Moi, je vais d'abord rebondir sur l'actualité récente. Hier, les avocats de Cheikh Oumar Anne, ils ont organisé une conférence de presse pour fustiger un certain nombre de comportements, d'agissements qu'ils vous reprochent. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces avocats de Cheikh Oumar Anne, ou bien vous laissez à vos avocats de répondre aux avocats de Cheikh Oumar Anne? Très bien, je pense que j'ai suivi hier toute la conférence des avocats de Cheikh Oumar Anne. Je rappelle que nous sommes dans un état de droit. Et que ce n'est pas la première fois que j'ai un procès. J'ai déjà eu un procès avec Abdoulaye Sylla, que j'ai remporté. Ce n'est pas la première fois. Donc, ce n'est pas ça qui m'ébranle, à la limite. Je ne voulais même pas réagir par rapport à cela. Mais je tiens tout simplement à faire remarquer à tous les Sénégalais que le livre porte sur un rapport. Et le rapport a été produit par l'OFNAC. Je reviendrai ce soir sur l'OFNAC, et c'est très important. Mais j'ai remarqué une chose, c'est des attaques personnelles par rapport à des hommes, des femmes, mais non le rapport en tant que tel. Et ce serait très intéressant
Et on a l'opportunité aujourd'hui de discuter du rapport. Le procureur nous parlait d'un rapport qui ressemble à un fromage gruyère. Et c'est désolant de voir le président de la République, le 31 décembre 2019, décrédibiliser une institution, l'OFNAC. Or, c'est le président de la République qui disait que l'OFNAC est pour lui la meilleure trouvaille pour lutter contre la corruption et la concussion. Je rappelle juste aux Sénégalais une chose qui est très importante. Avant l'OFNAC, c'est la Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion qui existait. Alors, la Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion existait, mais faisait des rapports destinés uniquement au président de la République. Et quand on a créé l'OFNAC, le président de la République, devant les inspecteurs généraux d'État, a dit, d'ailleurs, je vous préviens, l'OFNAC aura même la possibilité de déposer ses rapports directement chez le procureur. Ce que nous attendons, nous, Sénégalais, en matière de bonne gouvernance, les 25 rapports qui sont déposés par l'OFNAC jusqu'à présent, 2012 jusqu'à 2020, n'ont pas connu de suite. Le Sénégal, aujourd'hui, quand on a sorti l'indice de transparence, est toujours dans la zone rouge. Et pourtant, on a 7 à 8 organes de contrôle. La CENTIF, qui s'occupe du blanchiment d'argent, a déposé 55 rapports. La Cour des comptes, qui a une obligation, vu la loi, de sortir chaque année un rapport, est restée de 2014 à 2020 pour sortir un rapport. Alors nous, journalistes, nous avons eu l'obligation, c'est notre travail, de faire de l'investigation. Après cette investigation, de dire aux Sénégalais, le rapport dont on vous parle, qui ressemble à un fromage gruyère pour un procureur, qui ne répond pas à des actes que le président de la République, j'y reviendrai ce soir, voilà ce que dit le rapport. Lisez le livre, lisez le rapport, et dans votre intime conviction, vous pouvez dire si ça mérite d'être traduit en justice ou pas. Autre élément qui est important, le seul rapport que le président Macky Sall a amené au niveau de la justice, c'est le rapport qui concerne Khalifa Ababacar Sall. On me dira encore, tu parles de Khalifa Ababacar Sall. Mais parce que c'est le seul rapport de l'inspection générale d'État, qu'il dirige lui-même, qu'il ordonne lui-même de faire des enquêtes, qu'il a utilisées. Et les 25 rapports de l'OFNAC, on en fait quoi? Et les 55 rapports de CENTIF, on en fait quoi? Peut-on me faire croire aujourd'hui qu'aucun des membres de la mouvance présidentielle n'a pas fait de malversation? Ce n'est pas possible. Donc le but du livre, c'est de permettre aux Sénégalais de pouvoir d'avoir une idée par rapport à la gouvernance de Macky Sall. Le but du livre, on a tellement parlé du rapport du coude. Je permets aux Sénégalais maintenant de lire le rapport du coude. Qu'est-ce qu'il y a dans le rapport? Et ce soir, je vais sortir le rapport du coude. Je ne parlerai pas du livre pour vous dire, voilà l'intégralité du rapport du coude. Justement, hier, elle a juste parlé d'une corrélation de mauvaise foi en parlant de la municipalité de Ndioum dans son discours. Mais parce que tout simplement, on a utilisé des choses en tant que lui, maire de Ndioum, il a utilisé de l'essence, des prises en charge, du coude au profit de sa localité Ndioum. C'est pour cela qu'après audit, on l'a décelé et on l'a écrit noir sur blanc.
Et ça, c'était dans le rapport. Vous savez, moi, je ne parlerai pas des avocats de Cheikh Omar Anne. J'ai beaucoup de respect pour eux. Mais l'histoire retiendra une chose, qu'il y a beaucoup de personnes versatiles dans leur prise de position. Et là, je laisse le soin aux jeunes de faire ce qu'on appelle aujourd'hui leur VAR, de voir ce qu'ils disaient hier et ce qu'ils disent aujourd'hui. Et c'est très important. Il n'aura pas l'honneur de voir Pape Alé se batailler. On a partagé beaucoup de choses ensemble, sur des valeurs, sur des combats, de principes. Lui, il sait, moi je sais. Pape Alé, j'ai deux questions qui s'imbriquent. Maître El Hadji exactement a clairement dit hier que vous étiez au service de ceux qui ont tenté, n'est-ce pas, de faire chanter l'ancien directeur du COUD. Autrement dit, vous êtes un journaliste de service. Et deuxième question, depuis la sortie des avocats de Cheikh Omar Anne, quel est votre état d'esprit? Très serein, très calme. Je réponds par la deuxième question. D'ailleurs, lorsqu'il a porté plainte, des journalistes sénégalais m'ont appelé, je dis aucune réaction. Aucune réaction par rapport à la plainte. C'est la plainte de Cheikh Omar Anne. Il faut aller poser la question à Cheikh Omar Anne et ses avocats. Moi, j'ai mes avocats. J'ai mes avocats. On a convoqué l'affaire le 10 mars. J'ai mes avocats. On verra. Ils me disent, et c'est dommage. Je vais revenir sur un aspect qui est très important. Il a cité Nafi Ngom Keïta. Mais quand même, la bonne dame là, c'est pas Pape Alé qui l'a nommée comme vérificatrice générale d'abord. C'est elle qui a transformé l'inspection générale d'État au temps de Wade. Nafi Ngom Keïta a été très proche conseillère de Macky Sall, très liée. Et je peux revenir sur des détails. Je peux vous jurer sur le Saint-Coran que Nafi Ngom Keïta n'a pas encore reçu le livre. On ne s'est pas encore vu. Il n'est même pas venu à la cérémonie de dédicace. Pour des raisons que je ne vais pas évoquer. Pape Ibra Kébé, dont il parle, qui a fait l'audit. Vous savez comment il a été recruté? Ce n'est même pas Nafi Ngom Keïta. N'oubliez pas que les 12 membres de l'OFNAC ont été nommés par décret par le président de la République, le président Macky Sall, par décret. C'est des inspecteurs, des commissaires, des auditeurs. On a voulu au niveau de l'OFNAC, mais c'est Macky qui s'est targué, bombé sa poitrine en disant je vais mettre sur place un organe de contrôle qui va lutter contre la corruption et la concussion. Et lorsqu'il est parti à Bourg, je me rappelle, lors de l'université hivernale, il disait « Attention, chers camarades apéristes, je vous préviens, la CREI, c'est pour eux, l'OFNAC, c'est pour nous. » C'est le président Macky Sall qui le disait. Pape Ibra Kébé, c'est un auditeur, quelqu'un qui connaît très bien les finances. C'est un cabinet qui a reçu des candidatures et qu'il a reçu et qu'il a proposé à Nafi Ngom Keïta. Comment il a été recruté? Il percevait un salaire de 6 millions de francs CFA à Clermont-Ferrand, professeur. Tout le monde le connaît. Et quand on lui a demandé de venir travailler pour le Sénégal, il a dit à Nafi Ngom Keïta, moi je percevais un salaire de 6 millions, je ne peux pas venir travailler avec vous. Nafi lui a dit, moi je ne peux pas vous payer 6 millions, hein. Vous connaissez les réalités du pays. En retour, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, en tant que patriote, je suis prêt à servir le Sénégal. Mais à une seule condition, laissez-moi discuter avec mon épouse. C'est dans ces conditions qu'il est retourné au Sénégal pour percevoir un salaire pratiquement de 2 millions. Et le salaire de 2 millions,
c'est le salaire que perçoivent tous les membres de l'OFNAC. Vous imaginez des personnes qui travaillent de 2012 jusqu'en 2020, chaque année, ils perçoivent des salaires de 2 300 000 et poussières, déposent des rapports sans suite. Il a fait l'audit du coude. Mais remarque, on n'a jamais attaqué le rapport du coude. On attaque des personnes. On dit Nafingom Kaïti par-ci, Pape Ibrekebe par-là. Mais jamais le rapport du coude n'a été attaqué. Quand on me dit que je n'ai pas cité Cheikh Omar, je n'ai pas besoin de citer Cheikh Omar. Quand tu dis le DG du coude, c'est très clair. Ce n'était pas Pape Alé qui était le DG du coude à l'époque. Au service de qui? Donc, si Maître El Hadji Diouf, au moment où lui, il gérait les intérêts de Hissène Habré, ou au moment où on se battait pour qu'il soit jugé au Sénégal, au moment où lui, il a trahi pour laisser la cause de Hissène Habré, j'étais au service de Hissène Habré. Au moment où le président Macky Sall était convoqué au commissariat central par le président Macky Sall, la troisième voiture, c'était ma voiture avec mon caméraman. J'étais au service de Macky Sall. Quand on a mis en prison Khalifa Ababacar Sall, avec cette manière, on a vu ce qui s'est passé. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, on voit un dossier de justice jugé en première instance, 3 mois après, jugé en appel, même pas un an, on a bouclé le dossier. Et ce qui me fait rire dans cette affaire, excusez-moi, c'est quand même après l'élection présidentielle, on a interpellé le président de la République en lui disant « Oui, monsieur le président de la République, maintenant il faut gracier Khalifa Ababacar Sall ». Il dit « Non, je ne peux pas le gracier parce qu'il y a un rabat d'arrêt ». Or, le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de Khalifa Ababacar Sall pour dire qu'il y a un jugement définitif. Le président de la République dit au 7 juges, vous n'avez pas dit la vérité, parce qu'il y a un rabat d'arrêt qu'il fallait continuer. Ce n'est pas le premier livre qui va sortir. Hein. Comme les rapports ne sont pas instruits au niveau de la justice, nous ferons de telle sorte que les Sénégalais puissent prendre connaissance de ces rapports et dire dans leur intime conviction si oui ou non il y a prévarication, il y a détournement, il y a faux, usage de faux sur ces documents. Voilà le travail que nous voulons faire et j'espère que ça va servir au peuple sénégalais pour la bonne gouvernance. Ibrahim Ndiaye, donc au-delà des lacunes de la justice, est-ce que vous, en tant que citoyen sénégalais et en tant que journaliste aussi, est-ce que vous ne pensez pas que le peuple sénégalais est en quelque sorte complice de ce qui se passe? Parce que quand vous nommez ministre ou DG, vous avez tout le monde qui court derrière. Comme il y a quelqu'un qui le disait, voilà. Mais pour moi, ce n'est pas une explication. Dans tout ce que l'on fait dans la vie, il faut avoir de l'éthique, de la décence. Mais c'est le président de la République en premier qui pousse les directeurs à voler. Je l'assume ce que je dis, parce que c'est lui, en réunion de secrétariat exécutif de l'APR, qui dit un directeur qui perd dans des élections, je le vire. Ça veut dire puiser de l'argent dans les caisses et aller battre campagne. C'est le président de la République qui le dit, moi je le cite. Hein. Un directeur qui perd sa localité, je vais le virer. C'est lui qui l'a dit pendant les élections locales. Et il a commencé par les ministres d'ailleurs, rappelez-vous. Aminata Touré, qui était parti à Grand Yoff en tant que Premier ministre, lorsqu'on l'a battu à Grand Yoff, a été viré. Autrement dit, vous avez assez de moyens pour battre campagne, ce n'est pas normal. Mais comment est-ce possible qu'un directeur puisse donner 10 millions de francs CFA alors qu'il n'a pas un salaire de 5 millions de francs CFA? Il faut qu'on soit logique. De 2012 à 2020, le Sénégal, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on prend l'indice de corruption, est toujours dans la zone rouge. Ça pose problème.
quand on vous dit qu'il y a l'inspection générale d'État. Vous savez, l'inspection générale d'État n'a pas sorti de rapport depuis 2015. Or, il y a une obligation pour l'inspection générale d'État de sortir un rapport. Et ça, c'était le travail de Nafi Ngom Keïta lorsqu'elle a été nommée vérificatrice générale. Chaque année sur l'état de la gouvernance au Sénégal. Vous savez ce que les gens font? La dernière fois, j'ai discuté avec un ami qui est inspecteur général d'État. Il me dit, il y a des rapports. Ce que les gens font, c'est très simple. Le rapport est là, le président le met sur la table. Tu dis, hey, toi tu es un adversaire. Tu viens rallier ou le rapport est au niveau de la justice. Ça, c'est un combat. Et je crois qu'il faut que les gens... Les Sénégalais, c'est vrai, doivent se battre. Nous devons nous battre pour la bonne gouvernance. Parce que nous avons de maigres ressources. On se lève au bon moment. On te signe un contrat léonéen. On en parlait par exemple du fer de Falémé. Mais quand on parlait de Tossiali, on nous a dit que c'est faux. J'ai sorti la note confidentielle que le directeur de l'APIX avait adressée au président de la République, en lisant intégralement ce que la note du président. Il n'a pas réagi. Erdogan est venu tout récemment au Sénégal. C'était pour régler le problème de Tossiali. Et c'est le ministre qui s'est déplacé jusqu'en Turquie pour parapher le contrat. Mais ça, ce sont nos ressources naturelles. Il faut qu'au Sénégal, je pense qu'on apprenne à être des citoyens qui se battent pour non pas seulement la démocratie, mais pour la bonne gouvernance. Et se battre pour la bonne gouvernance, c'est une occasion qui est là. On n'a pas voulu parler du rapport du COUD. Maintenant, le rapport, que ça soit en PDF ou bien en livre, le rapport est là. On va lire le rapport, on va voir si maintenant c'est vrai ou c'est faux. Et qu'on arrête les attaques personnelles et qu'on prouve que c'est faux. Juste un exemple. Il a dit dans un rapport qu'il a acheté 100 costumes, 100 cravates, 100 chaussures pour l'accueil du président de la République. Les gens ont dit, montrez-nous la vidéo. On a regardé toute la vidéo de la cérémonie. On n'a pas vu 100 costumes, ni 100 cravates, ni 100 costumes. Voilà un exemple. Et bien d'autres choses. Mais dans le livre, vous allez voir même qu'il y a une partie où on l'a épinglé et qu'il a retourné de l'argent. Qu'il a retourné de l'argent lors de son voyage aux États-Unis. Donc il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on est revenu et on s'est basé que sur le rapport. Pas plus. Parce qu'on n'a pas de compte personnel avec. Je ne connais même pas Cheikh Oumar Anne. Quand il parle de maître chanteur, ça me fait rire. Parce que je ne veux pas révéler certaines choses. Et pourquoi exactement? Maître chanteur, mais qui a fait chanter Cheikh Oumar Anne? Cheikh Oumar Anne, est-ce qu'il peut dire que Pape Alé m'a fait chanter? J'aimerais bien. J'aurais bien aimé, le jour du procès, qu'il soit là. Je vais révéler une chose. Le jour du procès, s'il est courageux, qu'on ne me dise pas qu'il est ministre, qu'on peut le citer comme témoin, qu'on sera à la barre. Parce que moi, pendant mon procès avec Blasila, on l'a renvoyé 6 fois. Les 6 fois, j'étais toujours présent à la barre pour la confrontation. Il va m'expliquer en quoi on est maître chanteur. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas intéressant de porter plainte pour qu'il démontre qu'on est maître chanteur? En quoi? Peut-être il dit, mais quand il dit maître chanteur, ils n'ont pas cité Papa, ils ont dit que ceux qui faisaient l'audit, on fait chanter les fournisseurs et on fait chanter l'équipe. Mais ils n'ont pas dit Papa. Et comme Papa est à leur service, d'après eux, donc je suis pour la bonne cause. Si je suis au service, si je suis à leur service, je suis à la bonne cause. C'est pour la manifestation de la vérité. C'est pour la bonne gouvernance. Vous imaginez, le COUD, c'est à la limite le milieu le plus sensible au Sénégal.
Vous savez pourquoi? C'est le milieu estudiantin. Chaque année, il y a au moins mort d'homme au niveau de l'université. Chaque année, il y a des problèmes pour des bourses. Vous pensez que gérer une telle institution ne s'impose pas en vous un code de conduite? Oui, papa, allez, il y a quelque chose qui me revient en tête. Est-ce que, parce que visiblement vous êtes limité au contenu du rapport, mais en tant que journaliste d'investigation, vous auriez dû peut-être ou pu pousser un peu les investigations pour sortir quelquefois, peut-être comme une avocate l'a dit hier, des factures, essayer d'appuyer un tout petit peu ce que vous avez affirmé en mettant sur des pièces à conviction. Malheureusement, vous ne l'avez pas fait. On verra le jour du procès. Pas parler. On verra le jour du procès. Je vais vous dire une chose. Si vous lisez le livre, je ne me suis pas seulement limité au rapport. J'ai parlé des problèmes de Nafi Ngom Keïta et président Macky Sall. J'ai parlé des déboires que l'OFNAC a rencontrés avant d'exister. On a créé l'OFNAC 1 an, l'OFNAC n'a pas fonctionné. Si tantôt est de croire qu'on est de bonne foi, on crée une structure pour lutter pour la bonne gouvernance. On a créé l'OFNAC pendant 1 an, il n'y avait que Nafi Ngom Keïta qui existait. Il a fallu un séminaire organisé par Feu Mohamed Mbodj du Forum Civil, où un journaliste a interpellé Nafi Ngom Keïta pour lui dire, mais Nafi, jusqu'à présent, on n'a pas vu l'OFNAC commencer ses activités. Ta réponse a été, j'ai pas envie d'en parler, mais on n'a pas de budget. Le président de la République était très en colère. Il est parti au King Fahd pour dire les affaires de l'État ne se règlent pas en public. Au moment où il disait ça, il avait déjà reçu 2 mémorandums sur sa table où Nafi Ngom Keïta lui expliquait les déboires de l'OFNAC. Donc il l'a fait sciemment. Oh, écoutez, je vais faire du saupoudrage, je vais créer l'OFNAC, et puis c'est fini. L'OFNAC est resté 1 an, et le premier montant qu'on a versé à l'OFNAC, c'est 100 millions de francs CFA. Et par la suite, qu'on a pu permettre à l'OFNAC de sortir. Et vous allez lire dans ce livre comment les difficultés que Nafi Ngom Keïta a rencontrées pour remettre son rapport d'activité. Vous allez lire dans ce livre les différentes rencontres que Nafi Ngom Keïta a eues avec le président Macky Sall pour lui demander une audience pour lui remettre le rapport. Vous allez lire dans ce livre comment le président Macky Sall suppliait Nafi Ngom Keïta de ne pas sortir son rapport d'activité parce que ces hommes ont été épinglés. Donc, le verbe est important, supplier, vous avez dit. Oui. Le verbe est très important. Je dis supplier. Vous verrez dans ce livre les postes prestigieux que le président Macky Sall a proposés à Nafi Ngom Keïta. Vice-président BCEAO, ambassadeur, ministre de la gouvernance. Dans quel but? Pour l'éloigner de l'OFNAC. D'accord, justement. J'ai 2 questions à vous poser. Vous avez pointé du doigt une anthologie de scandales au Sénégal. Pourquoi vous avez jeté votre dévolu? Qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont les raisons profondes à choisir COUD pour faire ces révélations? Pour la bonne et simple raison, COUD a été le rapport qui a soulevé beaucoup plus de polémiques qu'au Sénégal, qu'on le veuille ou pas. La preuve, aujourd'hui, ça soulève le coup. Il y a un ami inspecteur qui est dans le service des renseignements qui m'a dit la dernière fois, on avait réussi à enterrer ce dossier. Tu nous poses encore un autre problème en remettant ce dossier sur la table. Mais c'est scandaleux que quelqu'un puisse être épinglé par un rapport et qu'on entend de manière évasive un procureur vous dire que ouais, c'est un fromage gruyère, il y a beaucoup plus de trous que de fromage. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup plus de fromage que de trous? Lisez le livre.
C'est à vous d'avoir l'intime conviction. C'est le plus important. Et quelle est la valeur ajoutée du livre? Oui. C'est de vous permettre de savoir ce qu'il y a dans le rapport de l'OFNAC. Tu l'as lu, le rapport de l'OFNAC? Non. Sur le coude? Non. Vous avez l'occasion de le lire pour cette fois-ci. Aujourd'hui, avec vos chroniques, avec ce livre, aux yeux de nombreux Sénégalais, vous êtes un lanceur d'alerte. Et dans d'autres pays, mais aujourd'hui se pose la question de la protection. Non, on me dit même politicien, hein, encagoulé. Voilà, ça c'était une autre question que je voulais dire tout à l'heure. Maintenant, ce que je voulais dire par là, en tant que lanceur d'alerte, ou en tout cas, est-ce que vous craignez parfois à votre vie? Vous savez, je suis membre d'une structure qui s'appelle Senezo. Senezo, c'est le centre Norbert Zongo, que je remercie au passage. Tout récemment, on a fait notre assemblée générale à Accra, alors que le bureau se trouve au Burkina Faso. J'ai participé au Festival international de la liberté d'expression et de la presse au Burkina. On avait une rencontre Senezo. On avait décidé par la suite. Certainement, vous connaissez le journaliste d'investigation Anas, qui est toujours masqué. Oui, voilà, Anas. Alors, on a fait notre assemblée générale à Accra. Vous savez pourquoi on a fait notre assemblée générale à Accra? Parce que tout simplement, on a eu un confrère, Ahmed Suleiman. C'est lui qui a fait l'enquête sur les matchs truqués. Les arbitres qui étaient achetés avec de l'argent, avec des caméras cachées. On l'a tué à bout portant. Une balle dans la tête. Les risques sont des risques. Hein. On a fait notre assemblée générale à Accra pour d'abord présenter des condoléances à sa famille, mais également apporter notre soutien à Anas. C'est pour cela que c'est un métier à risque. Et je ne me targue même pas d'être un journaliste d'investigation. Je suis un journaliste qui est intéressé par certaines choses et j'essaie tout simplement en permanence de cogiter, de prendre le temps nécessaire, de fouiner pour permettre aux Sénégalais de connaître la vérité. Il faut que les politiciens arrêtent de nous dire « vous êtes des politiciens encagoulés ». Pourquoi? Parce que les politiciens ne sont pas plus intéressants que nous, je suis désolé. Mais prenez nos politiciens, à chaque fois ils sont sur nos plateaux de télévision. Des fois vous avez pitié d'eux parce qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous. Loin de là, au contraire, on a assisté à tous les moments de faiblesse. Je connais tous les leaders politiques au Sénégal. J'ai assisté à tous leurs moments de faiblesse. Mon soutien envers eux a été constant. Que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, que ceux qui sont dans l'opposition. Je fréquente tout le monde. Personne ne peut me manipuler. Je le dis haut et fort. Personne ne peut me manipuler. Eux, ils sont surpris d'ailleurs d'avoir vu ce livre. Mais personne ne peut me manipuler. Si je voulais faire de la politique, mais c'est la chose la plus facile au Sénégal à l'heure actuelle. Et c'est le moyen d'ascension sociale le plus rapide au Sénégal, le plus dur. C'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous y pensez? Faire la politique? Oui. Pour le moment, non. Le jour où je vais le faire, j'ai tenu une conférence de presse pour dire que Pape Alé va faire la politique et il a décidé de faire ça. Mais, je veux dire que, pourquoi être encagoulé? Au nom de qui et pour qui? Les politiciens là, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Au contraire, avec tout le respect que je dois aux hommes politiques, souvent, vous les entendez parler ou bien aborder certains sujets, ils font preuve de légèreté. Qui sont les politiciens qui prennent la loi de finances rectificative ou le budget du Sénégal pour s'enfermer pendant au moins 3 jours et lire cette loi de finances rectificative? Qui sont les politiciens sénégalais qui s'intéressent au contrat qu'on a signé? Qui sont les politiciens sénégalais qui s'intéressent sur ce qu'on a fait sur Tossiali? Allez réécouter les chroniques que j'ai eu à faire sur Tossiali. Quand j'ai vu le directeur de la PIX sortir pour faire une déclaration.
Je lui ai dit, monsieur le directeur, vous n'avez pas raison. Même votre service juridique à l'intérieur, à l'interne de l'APIX, vous a fait une note pour ne pas signer ce contrat. Et je vais vous lire la note. Il s'est posé la question, où il s'est procuré cette note. Et je lui ai dit, monsieur le directeur, je vais aller plus loin. Vous avez fait une note confidentielle adressée au président de la République, datée de tel numéro de tel. Voilà ce que vous avez écrit au président de la République. Allez réécouter les chroniques. Moi, il m'arrive que des politiciens m'appellent pour me dire, mais Papa, vraiment, le dossier là dont tu as parlé là, est-ce qu'on peut avoir une copie? Quand j'ai sorti tout récemment, ce que GECO a gagné en 6 mois sur l'exploitation du zircon à Diogo. Et pourtant, c'était sur le net. Hein. C'est un ami qui m'a filé les tuyaux. Je suis allé faire des recherches. J'ai tiré le document, j'ai lu. En 1 an, ce qu'il prévoyait de gagner, il l'a gagné en 6 mois. Et quand j'ai sorti le document, pour dire qu'au même moment, on est en train de prendre les champs de Diogo. Au même moment, les jeunes de Diogo sont dans le chômage. Mais c'est des policiers qui peuvent... Mais le document là, est-ce qu'on peut l'avoir? J'ai dit, allez sur le net. Hein, j'ai le document, mais je ne vous le donne pas. Faites le travail que je fais. Donc quand on me dit politicien à Kagoulé, je n'en ai pas besoin. Si j'ai besoin de faire de la politique, je vais le faire. Ok.